Merci d'être venu participer justement à notre nouvelle conférence sur la transformation du secteur justement en service autonomie et de voir de quelle manière ça a des impacts sur la digitalisation de sa structure, l'impact sur les salariés. Donc on va, avec nos invités, partager tous ensemble sur les réflexions du moment. J'aime toujours bien savoir qui est dans la salle. Comme ça, on peut aussi adapter notre discours. Qui est membre d'une structure d'aide et d'accompagnement? Qui est membre d'une structure de soins à domicile? Qui est membre d'une structure d'aide et de soins à domicile? Qui est responsable de secteur ou infirmière coordinatrice? Voilà. Qui est content d'être là? Vous m'avez fait peur là. Bon, merci beaucoup. Comme ça, on sait un peu plus qui on a en face de nous. C'est très intéressant. Et comme vous êtes présentés, je vous propose qu'on donne la parole à nos invités pour qu'ils puissent rapidement, vous n'êtes pas obligé de faire tout le CV, voilà, mais rapidement vous présenter. On commence par toi, Anne. Bonjour, donc Anne Richard, je suis responsable affaires publiques à la FEDESAP. La FEDESAP est une fédération patronale qui représente des services autonomie à domicile. Nous avons environ 4000 adhérents, donc la majorité de nos adhérents sont autorisés et interviennent très principalement auprès de bénéficiaires APA et PCH. Bonjour, Sophie Moreau-Favier, moi je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé, c'est l'ANS, ça se dit. C'est une agence qui dépend du ministère de la Santé et qui est en charge de tout ce qui est numérique pour la santé. Donc dès qu'il y a des échanges de données de santé, eh bien l'ANS intervient pour plusieurs rôles. Un rôle de définition des règles et des normes et puis un rôle d'accompagnement de ces normes pour qu'elles se mettent en place au sein des logiciels et qu'elles soient utilisées par vous, structure. Bonjour, donc Sébastien Deroulet. Moi, je travaille chez Xelia, au sein de l'équipe Amaltia. Amaltia, c'est tout simplement un cabinet de conseil interne et donc on intervient auprès de nos clients pour les accompagner dans leur transformation sur les différentes réformes et évolutions du secteur. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment Xelia accompagne ses clients dans ce défi, ce nouveau défi. Donc bonjour, je suis Bruno Janton, je dirige un SAD depuis bientôt 16 ans en milieu rural et utilisateur de Ximi depuis 2019. Et accessoirement, je suis aussi président de la commission autonomie de la FESP, qui est une fédération des entreprises de services à la personne. Voilà, on a fait connaissance. Donc maintenant, on va pouvoir entamer notre table ronde. Il y aura bien évidemment à la fin un petit moment pour poser des questions, donc n'hésitez pas. 3 parties globalement dans notre réflexion. La première partie, ça va être finalement quel a été l'impact de la transformation numérique sur les structures. Deuxième partie, quel est un petit peu justement l'impact sur les salariés, la valorisation des salariés. Et troisième partie, du coup, on sera un peu plus sur le et après. Voilà, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on doit anticiper par rapport à tout ça. Alors pour commencer, peut-être Sophie, si tu veux bien, peut-être justement dans ton rôle à l'ANS, nous rappeler justement quel a été l'impact de la transformation numérique sur les structures. Alors l'impact, il est dur à mesurer, on n'en est peut-être pas encore sur l'impact, mais en tous les cas, l'État a par plusieurs moments, depuis 2016, modifié des textes, modifié des normes, etc., pour faire en sorte que la transformation numérique se mette en place dans les SAD. La première réflexion, c'est l'équipe de soins qui a changé en 2016 la définition de l'équipe de soins pour intégrer les services à domicile dans le partage de données de santé. Donc ça, c'est un moment important qui va expliquer toute la suite. On a travaillé sur le cahier des charges des SAD, donc services autonomie à domicile, pour que ces nouvelles structures, en tous les cas telles qu'elles se transforment, intègrent des outils numériques qui soient conformes aux réglementations. Donc c'est ce qu'on appelle du référencé Ségur.
Et on fait progressivement de l'accompagnement auprès de toutes ces structures pour que la transformation se mette en place. Donc avant de mesurer l'impact sur les SAD, ce qu'on voit, c'est quand même que les éditeurs du secteur, les fédérations, quand même tout le monde s'est approprié le sujet. Ça a été un accélérateur, le Ségur a été un accélérateur d'appropriation. Et la preuve en est, en tous les cas on la mesure comme ça, par l'engagement de beaucoup de structures dans le programme ESMS numérique, qui est porté par la CNSA. Donc c'est presque 17 000 ESMS, alors tout secteur confondu, pas que le domicile, qui ont bénéficié de financement de la CNSA pour accompagner cette transformation numérique. Et puis 21 000 bons de commande pour se mettre en conformité, pour mettre en conformité son logiciel. Donc on voit quand même qu'il y a quelques années, seul le secteur sanitaire connaissait le numérique, on va le dire comme ça, ou en tous les cas connaissait les règles autour de l'échange et le partage de données de santé. Et depuis 2 ans, il y a eu un bond extraordinaire du médico-social qui s'est emparé du sujet au niveau des structures. Et ce que tu ne dis pas, c'est qu'on a déjà dépassé le sanitaire et qu'on fait déjà beaucoup plus que... Tu l'as pas dit, mais je le dis pour toi. En tous les cas, il faut se le rappeler, il y a 15 fois plus de structures médico-sociales que sanitaires. Donc on est 1 pour 15. Et donc le travail secteur médico-social est énorme. Il y a 9500 à peu près, je parle sous le contrôle de... On ne sait pas trop, mais 9500 SAD, 9000 SAD. On n'a que 3500 établissements de santé en France. Donc c'est l'ampleur, la tâche est immense. Alors pour compléter, avant de passer la parole à Anne, juste un petit sondage, de nouveau. J'aime bien comme ça, vous endormez pas, vous levez les bras, ça vous... Qui a signé son bon de commande SONS? Qui n'a pas signé son bon de commande SONS? Très bien. Qui a signé sa VA, la vérification d'aptitude? Qui n'a pas encore signé sa VA? Voilà, ça nous donne... Bon, c'est assez représentatif finalement de ce qu'on voit en instance nationale, mais c'est intéressant de voir un petit peu. Alors Anne, du coup, en tant que fédération, justement, comment est-ce que la fédération et toi, vous accompagnez vos adhérents par rapport à tous ces enjeux de transformation numérique et puis également l'arrivée de cette réforme sur les services autonomie? Alors, le programme ESMS numérique, pour nous, fédération, ça a été un peu un coup de massue, on ne va pas se le cacher, qui est venu se télescoper avec 1000 autres choses dans lesquelles étaient déjà empêtrés nos adhérents. Alors, la mise en place des CEPOM dotation qualité, les évaluations HAS, les nouvelles obligations de reporting, et évidemment la réforme des services autonomie à domicile. Donc on a eu en plus cette brique programme ESMS numérique avec son vocabulaire complètement abscon. Donc il a fallu déjà comprendre tout ça. Et puis une façon quand même au tout début, mais après je vais être positive, attention. Et une façon au début quand même de ne jamais s'adresser à nous services. Alors, ça n'était qu'établissement, il y avait de l'établissement par-ci, en veux-tu, en voilà, mais sur les 36 000 ESMS que compte la France, nous sommes bien, nous, services autonomie à domicile, 9 000, et auxquels on peut ajouter les 2200, 2300 SIAD également. Donc, il y a eu quand même au départ beaucoup de conversations, je dirais, entre notre fédération et les services de l'État qui ont été très, très, très à l'écoute, et j'arrive au positif. La DNS, l'ANS, la CNSA ont fait preuve vraiment de beaucoup de compréhension et se sont très vite adaptés à ce nouveau vocabulaire, mais qui nous permettait juste de se sentir identifiés et reconnus, et enfin plus la 5e roue du carrosse, comme on est souvent quand même considéré par rapport aux sanitaires. Le rôle de la FEDESAP, ça a été donc de comprendre et puis d'accompagner nos adhérents, de faire énormément de pédagogie, de faire énormément de webinaires en lien avec Sophie souvent, et puis de les aider à comprendre que cette transformation numérique, il fallait la voir comme une opportunité et non pas que comme une contrainte. Alors parfois on a un peu bafouillé au début, on avait un peu de mal nous-mêmes à comprendre les opportunités, mais au fur et à mesure du temps qui passe, et de l'absolue nécessité d'être intégré dans l'écosystème qui était
déjà mis en place côté médecine de ville et côté santé, qu'il était absolument nécessaire de procéder à cette mue numérique pour être considéré comme partie intégrante de l'équipe de soins, que nous sommes effectivement depuis 2016, mais qu'en réalité, vous ne vous sentez pas encore complètement comme faisant partie intégrante de l'équipe de soins. Et je pense que cette transformation numérique va permettre d'asseoir le rôle essentiel que vous avez dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie et du handicap. Merci Anne. Du coup, Bruno, peut-être, en tant que dirigeant de structure, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as déjà vécu cette étape précédente, hein, donc la transformation, on a parlé du programme ESMS numérique, on a parlé du SONS, peut-être que tu peux nous expliquer en tant que dirigeant de structure ce que ça a eu comme impact sur ta structure, positif ou négatif, et peut-être après ouvrir un petit peu sur est-ce que tu peux considérer que c'est un petit peu un socle désormais qui permet d'envisager la transformation vers les services autonomie? Alors oui, le cas particulier, nous, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on était déjà quand même pas mal impliqués au niveau du médico-social, puisqu'on avait une appli qui avait été mise en place par l'ARS qui s'appelle PacoGlobule. Donc le RPPS+, on connaissait, l'INS, la qualification des INS, on connaissait, l'identito-vigilance, on connaissait aussi. Donc ça n'a été, qu'on avait déjà les process pour justement récupérer les identités pour nos bénéficiaires. Donc ça a été juste une mise en conformité. On avait déjà les méthodes de travail. Mais je sais que ça a été beaucoup plus compliqué pour certains services qui n'avaient pas commencé à prendre le virage. Et il a fallu aider beaucoup de monde quand même là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à se positionner en médico-social. Et le terme ESMS, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à l'assimiler. Mais du coup, concrètement, parce que tu as expliqué que tu utilises Eximi, hein, donc ce n'est pas un secret, au quotidien, ça a changé quoi dans ton usage de l'outil, dans ton interaction avec les autres acteurs du médico-social, avec la plateforme PacoGlobule? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est que la plateforme PacoGlobule, on l'utilise de moins en moins. On se sert de Eximi pour tout ce qui est coordination, on alimente les DMP. Ça nous a changé la vie par rapport à tout, par rapport à la gestion des plannings, par rapport à la coordination et la communication avec tous les membres du cercle de soins, tout ce qui est infirmier, médecin. Ça nous a donné aussi une crédibilité en tant que professionnel, ça nous a donné une crédibilité en tant que soignant, entre guillemets, même si on ne fait pas de soins particuliers, mais ça nous a donné une crédibilité en tant que professionnel de terrain. Une infirmière va arriver chez le bénéficiaire, chez son patient, une fois par semaine pour refaire le pilulier, le médecin tous les 3 mois pour faire le renouvellement d'ordonnance. Nos auxiliaires de vie et nos professionnels de terrain, ils y sont tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Qui est dans la meilleure position pour pouvoir remonter des informations au cercle de soins que nous? Donc avec des outils comme Eximi, avec Eximi Mobile, des cahiers de liaison, etc., on arrive à avoir une coordination avec tous les professionnels. Parfait, merci beaucoup. Du coup, Sébastien, peut-être tu peux un tout petit peu réexpliquer ce que fait Amaltia et du coup, dans ce contexte-là, dans ces enjeux de transformation, quelles sont les solutions qu'on a proposées à nos clients pour les accompagner? Alors, oui, on a évoqué que depuis finalement une petite dizaine d'années, le secteur rencontre pas mal d'évolutions de normes, de nouvelles réglementations. Et Xelia, face à ça, a décidé finalement d'évoluer, de répondre aux attentes de nos clients. Et donc, on a créé Amaltia comme un cabinet de conseil interne. Le but, c'est pas simplement d'être un éditeur, mais finalement d'être un accompagnateur et un formateur pour nos clients, et donc de mettre en perspective ces évolutions, ces changements, pour les aider à prendre de la hauteur, à identifier les actions qui doivent être mises en place et à identifier surtout des moyens d'améliorer la situation et de répondre de la meilleure façon possible à ces changements. Par rapport à la question de la transformation numérique, justement, l'approche Amaltia était déjà d'aider nos clients à comprendre ce qu'était le cahier des charges. Donc, c'est-à-dire, il y a un cahier des charges qui est sorti. Aujourd'hui, il n'est pas toujours simple de comprendre quels vont être les changements
attendu, les impacts et du coup, comment on va gérer tout ça. Et ben, la première réponse de Xelia, c'est au travers d'Amaltia, d'aider à comprendre ce cahier des charges et donc finalement d'amener une prise de hauteur, une gestion de la conduite du changement. Donc cette conduite du changement, on va aider nos clients finalement à coordonner, à gérer un peu tout l'aspect humain, que ce soit les parties prenantes internes comme externes, mais également d'accompagner la structure sur les différentes actions qui vont devoir être mises en place. Puisque des actions, finalement, elles vont être un peu propres à chaque structure. Parce que cette transformation, elle va être très stratégique. Vous avez entendu parler de SAD-Aide, SAD mixte. Ça va engendrer des choses qui peuvent révolutionner certaines organisations en termes de structuration même. Et ben, finalement, Amaltia, il est là pour vous aider à vous orienter. Donc faire un état des lieux de la situation actuelle, se projeter vers la cible que vous souhaitez atteindre et puis mettre en place les différentes étapes pour que cette transformation soit une réussite et que ce soit fluide pour tous les acteurs. Donc à partir de là, une fois qu'on a pris cette hauteur, eh ben, on peut identifier les actions et mettre en place ces changements. Pour ça, je veux rajouter quand même une chose, c'est qu'à Amaltia, on a vraiment cette notion de conseil, mais on n'est pas expert sur tous les domaines. Donc notre volonté, c'était aussi de nous entourer de partenaires qui, eux, le sont. C'est-à-dire que quand vous allez vers un SAD mix, par exemple, ça va avoir des impacts juridiques, des impacts sociaux. Il faut définir une stratégie de rapprochement. Ça va avoir également des impacts financiers, comptables et fiscaux. Et ben pour ça, on a identifié des partenaires qui sont assez reconnus dans le secteur. Comme pour les entreprises, on a le cabinet d'avocats ECA, les associations, le cabinet d'avocats Archi, et enfin, pour la partie comptable, le cabinet Hendrix, où justement, on va vous mettre en relation, et eux, ils vont vous permettre de gérer tous ces aspects-là. Donc finalement, Amaltia, il apporte cette notion de conduite du changement global, de mise en relation avec les différents acteurs, ce qui vous permet, vous, de vous donner un objectif et d'être accompagné, de gérer cette transformation dans toute la globalité. Voilà, c'est un peu ça qu'on a essayé de mettre en place. Parfait. Je me demande si Amaltia se reconnaît vraiment homme, donc peut-être que tu devrais dire Yel, je pense, quand tu parles d'Amaltia. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a là, parmi vous, est-ce que certains d'entre vous avez l'impression d'avoir déjà démarré votre transition vers cette logique de service autonomie? Qui a déjà démarré? Voilà. Ah, un petit peu. Un pas. Je pense que le message qu'on a tous un petit peu envie de porter, c'est que c'est le genre de transformation. Alors bien sûr, il y a des dates. Et comme les dates, on les voit un peu loin, tout bon français que nous sommes, on démarrera peut-être un peu plus tard. Mais le message, c'est, je pense qu'il est important de comprendre que c'est pas parce qu'on n'a pas l'intention de devenir SAD mixte qu'on n'est pas concerné. Donc si, autour de la table, il y a des gens qui veulent juste rester SAD-Aide, ben, il y a quand même des choses à faire dans le cahier des charges. Et donc, c'est dommage de ne pas démarrer maintenant. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant, dans vos pratiques. Et donc là, voilà, le message, c'est n'attendez pas, démarrez dès maintenant pour... aussi, je pense que ça peut aider. Avant de passer à la deuxième partie, je voudrais vous faire réagir sur cette première partie. Finalement, est-ce que, Sophie, tu penses que ce qu'on a fait là dans la première phase, mettre en place le DMP, permettre aux structures d'alimenter le DMP, d'avoir l'identification de l'INS, d'avoir la MSS pour échanger avec les professionnels du cercle de soins, est-ce que ça, ce ne sont pas un peu les fondamentaux pour permettre à une structure de se coordonner avec un écosystème? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, exactement. Hein, c'est le début. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a fait avec vous et avec les structures. C'est vraiment le travail de donner du sens à la notion d'équipe de soins. Il y avait un texte, l'article L1110-12 du Code de la santé publique qui donne une définition juridique de l'équipe de soins. Et puis, il y a la réalité on doit échanger avec plein de professionnels. Comment on fait? Et la réponse numérique, il y a des réponses organisationnelles, il y a des réponses numériques, juridiques, il y a plein de réponses. Mais la réponse numérique, c'est quand même de se dire, ayons un langage commun
entre tous ces professionnels, qu'ils soient de la santé, du secteur médico-social ou du secteur social. Et ce langage commun, d'un point de vue technique, ça s'appelle l'interopérabilité. C'est comment on met ce socle commun à tous ces professionnels pour que ça permette les échanges. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est très compliqué parce que l'État est arrivé tard sur ces sujets. Par exemple en santé, l'État est arrivé un peu tard avec ses normes et donc tout le monde avait pris son chemin. Tout le monde avait défini ses normes, choisi son langage propriétaire, etc. Et l'État revient un peu en disant « non, maintenant c'est moi qui redéfinis les règles, donc réalignez-vous sur les règles de l'État ». Donc voilà, ça frotte un peu, ça prend le temps, parce qu'on voit, comme tu l'as redit, équipe de soins 2016, on va arriver en 2025. Bon, en gros, ça va mettre 10 ans, quoi. 10 ans à se faire. Mais il les fallait. Et maintenant qu'on a ce socle, justement, alors peut-être Anne, justement, sur le deuxième volet, qui est un peu l'impact sur les salariés, parce que tu vas pouvoir quand même nous expliquer les enjeux de recrutement dans ce secteur. Ça n'aura, je pense, échappé à personne qu'on manque un peu de ressources. Est-ce que ces sujets peuvent être une manière de valoriser, de fidéliser et d'attirer des talents? Alors, sans faire de langue de bois, certainement, il faut juste les trouver. Donc maintenant, là, aujourd'hui, on a les outils, donc on a les briques, on a notre DMP, on a nos INS, nos RPPS+, etc. Maintenant, l'enjeu, le défi, sans entamer à la partie 3, mais c'est de donner du sens. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Et donner de l'usage. Et ça, l'usage, pour l'instant, il n'y est pas. Mais le secteur sanitaire, qui est outillé depuis plus longtemps que nous, et la médecine de ville, qui est outillée depuis plus longtemps que nous, est encore dans la phase d'usage. Si vous êtes allé voir votre espace santé, il y a encore plein de spécialistes que vous allez voir qui ne mettent pas les radios sur votre espace santé. Vos analyses médicales n'y sont pas. Un ophtalmo ne met pas son compte-rendu. Donc, seuls quelques spécialistes aujourd'hui vraiment jouent le jeu. Loin de tous nos spécialistes le font. Sur la partie sanitaire, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on soit indulgent avec nous-mêmes. On est arrivés les derniers. On a fait très vite. C'est-à-dire que pour la santé, ça a duré 15 ans. Nous, on a dû se transformer en 4 ans. Le programme ESMS numérique, c'est 4 ans sur 36 000 ESMS. Donc, nous, on nous a demandé d'être 3 fois plus rapide que les hôpitaux. Voilà. Donc, maintenant, c'est du sens et de l'usage. C'était pour compléter la réponse de Sophie. Sur la partie professionnel terrain, j'en reviens au terme d'usage, c'est-à-dire que il faut les former. Elles ont tout un rapport un peu distinct, peut-être avec leur téléphone ou avec les outils numériques. Nos adhérents eux-mêmes, et ça a fait partie de l'accompagnement de la FEDESAP auprès de nos adhérents, ont une maturité numérique extrêmement différente. Entre un groupe avec 80 agences qui a son DSI et puis un petit indépendant qui doit s'outiller de la même façon, on ne l'accompagne pas du tout de la même façon. Et cette disparité, on la retrouve aussi dans l'usage des professionnels terrain. Après, que ce soit un élément de valorisation, bien sûr, on va leur donner accès à certaines parties du DMP, à certaines informations à laquelle elles n'avaient pas accès avant ou pas de manière fluide et numérique. Donc aujourd'hui, ça va leur permettre de pouvoir faire des remontées terrain facilitées sur des serveurs sécurisés et donc d'être certainement plus valorisés, plus écoutés par les autres intervenants autour de la personne bénéficiaire. Et puis je ne vais pas vous rappeler que parfois il y a un regard du soin sur le médico-social un peu... comment vous dire, parfois un peu haute, merci. Voilà, et donc d'être doté de ces nouveaux outils va très certainement, nous l'espérons, faire en sorte que ce regard change et évolue. Il y a encore des besoins là-dessus. Peut-être pour compléter, Sophie, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a un des enjeux par rapport à la valorisation, c'est la reconnaissance de la carte de professionnel de santé. Je pense que c'est quand même un acte un peu majeur. On imagine, vous êtes dans un entretien de recrutement, vous avez une auxiliaire de vie qui est en face de vous, et vous dites, vous savez qu'à partir du moment où vous rejoignez la structure, vous allez être doté d'une carte de professionnel de santé. Ouais, je pense qu'intellectuellement, on a déjà énormément changé le rapport à l'acte
Voilà. Donc peut-être que tu peux nous expliquer ce qui se passe vis-à-vis de l'État par rapport à ce sujet. Voilà, parce que je pense que ça intéressera beaucoup. Effectivement, tout à l'heure, j'entendais, nous, on parle de légitimité, mais j'entendais tout à l'heure le mot crédibilité. Et je trouve que c'est un mot qui a du sens quand on se dit, effectivement, est-ce que doter ces professionnels d'une carte me rend plus crédible ? On le pense, on en est convaincu. C'est quoi cette histoire de carte ? C'est en fait quand on met en place tous les outils numériques, on vous demande pour assurer de la sécurité de enregistrer les professionnels. Les ordres enregistrent des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Dans le médico-social, on n'a pas d'ordre. Et donc, c'est des professionnels à rôle. Et donc, c'est l'employeur qui est autorité d'enregistrement, donc qui fait office d'enregistreur pour ces professionnels. Enregistrer un professionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'intégrer au même titre qu'un médecin dans le répertoire des professionnels de santé, donc dans le RPPS, et lui donner son identité numérique. Effectivement, c'est hyper fort parce que même si je n'ai pas une carte physique d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie ou de responsable de secteur, je peux me prévaloir de cette carte virtuelle qui va me donner des droits numériques, donc d'accéder à des données de santé, d'en partager, d'avoir une messagerie sécurisée de santé, mais aussi de me prévaloir de cette identité de professionnel. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau, c'est en train de se mettre en place. Tout le monde n'a pas compris l'enjeu de cette identité, mais la loi Bien Vieillir, qui rentre en vigueur au 1er janvier 2025, a demandé à l'État de délivrer des cartes professionnelles pour les aides à domicile qualifiées. Eh bien, ça fait partie de ce dispositif, de le faire en mode numérique et de répondre à cette demande du terrain. Ne l'oublions pas, qui pendant le Covid n'avait accès à rien parce que je ne suis pas connue, je n'ai pas d'identité, on ne connaît pas mon rôle d'aide à domicile. Et pour nous, c'est hyper fort de se dire qu'au-delà du numérique, il y a cette vraie identité de j'existe et j'ai une carte qui est la même qu'un professionnel de santé. Voilà, je pense que c'est important de prendre conscience de ça. On peut même aller un cran plus loin, c'est que finalement, avec cette carte de professionnel de santé, il y aura aussi des droits potentiellement au stationnement. Voilà, ça fait partie de la suite logique, mais voilà, c'est quand même un acte de valorisation, je pense, assez important à anticiper. Et moi, je vous invite à l'anticiper dans l'échange avec les membres de la structure et même en entretien d'embauche. Vous verrez l'impact que cette information peut avoir. Alors justement, Bruno, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, de ton point de vue, quel est l'impact que ça a pu avoir sur peut-être d'abord les professionnels encadrants dans ta structure, et puis par répercussion, justement, est-ce que les salariés de ta structure, par rapport aux méthodes que tu as mises en œuvre, se sentent plus acteurs du parcours de soins ? La chose qui saute à l'œil dans la structure, c'est que les intervenants, qu'ils soient au niveau de l'encadrement ou du terrain, ils ont trouvé un sens à leur métier. Le fait d'avoir la coordination et d'avoir, on va dire, tout ce qui est communication au sein de toutes les équipes, on a tous le sens, et le sens, c'est aider des gens à continuer à bien vieillir chez soi. On est tous là pour la même chose, quel que soit notre statut, que ce soit statut juridique, notre statut en soignant. Le sens, il est là. Et le fait de pouvoir communiquer avec eux et de leur donner des outils pour communiquer, ça a vraiment donné une valorisation. Et pour revenir à la carte professionnelle, j'ai cru entendre que l'inscription au RPPS allait être obligatoire pour pouvoir avoir la carte. Voilà, tout ça se tient. Ouais, et d'ailleurs, d'un point de vue roadmap, nous, alors vous savez, j'ai pas posé la question, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont équipés de Ximi, je suppose. Dans Ximi Mobile, aujourd'hui, vous savez, il y a la fonctionnalité de carte professionnelle qui permet aux intervenants de se présenter à domicile. L'idée pour nous, c'est on va être à l'écoute de ce qui arrive en termes de carte professionnelle. On est toujours en demande des API. Je ne vais pas refaire ma blague. On est toujours en demande d'API, donc d'interfaces techniques pour récupérer et permettre d'enrôler efficacement les gens dans le répertoire partagé. Mais idéalement, pour nous, c'est de pouvoir pousser la carte de professionnel de santé directement dans le Ximi Mobile des intervenants pour que ça lui permette d'obtenir ce droit à stationnement, d'obtenir ce droit à toutes ces choses-là.
Peut-être une petite question complémentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça n'aurait pas eu un effet sur le sentiment d'isolement? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie et les aides-soignantes, on est en permanence en déplacement. On revient de moins en moins au point central qu'est la structure, parce que justement, à l'inverse, on pourrait dire que la digitalisation, comme on n'a plus besoin d'aller chercher son planning ou de ramener sa feuille d'heure, on parle moins. Et comment est-ce que finalement, les outils numériques ont quand même permis de mieux communiquer? Tu le disais, mais quel est l'impact sur l'isolement ou le sentiment d'isolement? Le sentiment d'isolement, il s'est quand même vachement atténué dans la mesure où elles ont la sensation d'appartenir à un groupe. On utilise donc Ximi Mobile avec le cahier de liaison numérique, ce qui permet à tout le monde d'avoir accès à toutes les infos, les tâches, tout ce qui est remonté. Et du coup, elles se sentent moins seules. Alors, il y a plusieurs intervenantes qui interviennent, tout le monde lit ce qui s'est passé, on peut remonter sur plusieurs jours. Et ça ne les empêche pas aussi de communiquer entre elles, puisqu'on a aussi l'annuaire Ximi qui permet d'échanger les numéros de téléphone des intervenantes et de pouvoir communiquer entre elles. Donc autant il y a quelques années le sentiment d'isolement, oui, il était parce que on intervient tout seul à domicile, que la communication s'est quand même généralisée et le sentiment d'isolement s'est quand même bien atténué. Merci beaucoup. Du coup, peut-être Sébastien, toujours sur ce plan de la valorisation, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu tu l'as évoqué dans ton propos préliminaire, qu'on est aussi bien accompagnateur que formateur, mais peut-être dans ce rôle d'Amatia Compétences, de formation, comment est-ce que justement on accompagne les professionnels du terrain sur ces sujets de transformation et d'outils du quotidien qui leur permettent de ne pas être à la rue, mais bien d'être accompagnés et d'être à la hauteur des enjeux de digitalisation? Alors, nous, notre approche, c'est de dire que finalement, former, c'est déjà valoriser. Et ensuite, l'idée de base, c'est qu'à un moment donné, pour nous, la montée en compétences dans cette transformation, elle ne doit pas se faire uniquement sur les outils digitaux, mais elle doit se faire en étant combinée avec finalement les compétences métiers de chacun des intervenants. En ayant finalement ce combo des deux, on va donner plus de sens, on va rendre les personnes plus efficaces et on va surtout permettre de faire passer un message à l'ensemble des acteurs des différents process. Pour agir et être au plus proche des besoins de l'ensemble des personnes, chez Amaltia, on a eu une approche de formation qui va être par typologie de profil. Par exemple, on va avoir une approche qui va être dédiée plus à un profil d'encadrant et à un profil d'intervenant. Donc l'idée, c'est que vraiment, on va faire ce lien entre quels outils et quels métiers combinés pour que finalement on ait ce sens, cette efficacité, cette autonomie qui se met en place. Pour donner un peu de perspective à ce que je dis, par exemple, depuis des années dans le secteur, on utilise de la télégestion mobile. Ça fait partie des obligations à mettre en place pour ceux qui ne l'ont pas encore dans le cadre d'un SAD. Et si la structure elle a compris comment bien utiliser une application, qu'elle-même elle forme bien son salarié et que ce salarié comprend le sens de cette application, il va déjà pas avoir la sensation qu'on lui met des outils de flicage, de pointage, mais à l'inverse, que cet outil va permettre d'améliorer les actions administratives, d'améliorer la transmission d'informations et de sécuriser tous ces éléments-là. Une fois que ça c'est intégré et compris par le salarié, il va pouvoir lui-même expliquer aux bénéficiaires l'intérêt de cette application et donc finalement permettre à chaque bénéficiaire d'adhérer à la logique, d'améliorer du coup la qualité des informations qui vont être transmises via ces applications et du coup globalement d'améliorer tout le chaînon, tous les maillons et d'arriver à une satisfaction de l'ensemble des acteurs. Très bien, ça nous permet, je pense, d'avoir bien parcouru ce volet valorisation. Je vous propose justement maintenant peut-être de rêver un peu et de nous projeter vers l'avenir encore. Alors peut-être que tout n'est pas beau dans l'avenir, mais essayons de l'anticiper. Voilà. Comment est-ce qu'on voit les enjeux de cette transformation, de ce qui se prépare? Peut-être Sophie, tu veux commencer pour nous expliquer un petit peu à quoi on peut s'attendre dans le futur? Alors, on a mené cette année une expérimentation oui, on a financé 56 établissements et services médico-sociaux pour l'utilisation de Mon Espace Santé.
Et ça a été très riche d'enseignements, de se dire, allez, on va mettre le focus sur ces 56 structures pour voir comment ils s'emparent de l'outil Mon Espace Santé et ce qu'on en tire. Et mine de rien, c'est un peu un condensé, je pense, des défis qu'on a devant nous. Le premier renseignement qu'on voit, c'est que c'est un outil de valorisation et c'est un outil très demandé par le secteur médico-social, notamment par le secteur handicap, mais pas que, de se dire, en fait, j'accède moi-même aux antécédents, j'arrive à prendre vraiment mon rôle de coordinateur en main, je peux coordonner des actions et l'équipe de soins prend tout son sens. Donc ça, c'est une belle opportunité de confirmer tout ce qu'on vient de se dire, que utiliser ces outils a du sens. Par contre, ce qu'on voit, ils récupèrent aussi des ordonnances. Je pense à des SIAD. Ils récupèrent facilement du coup des ordonnances qui ont été mises dans Mon Espace Santé et récupèrent des informations sur le parcours. Par contre, il y a des opportunités, il y a des défis qui sont devant nous. Donc, fracture numérique, à la fois du point de vue des usagers qui sont paumés dans tous ces outils. On demande de plus en plus de sécurité, etc. Et donc ça complique l'utilisation des outils numériques. Fracture numérique des professionnels qui, eux aussi, pour certains, sont loin des outils, loin du numérique et donc, du coup, freinent l'usage. Dès qu'ils entendent numérique, ils mettent une porte devant l'utilisation. Et ça a été intéressant parce qu'il y a des référents numériques qui se mettent en place dans certains gros réseaux de SAD pour prendre le relais et d'être le premier niveau de « Attends, t'as peur, mais je vais t'expliquer ». On va être de la formation vraiment de proximité. Donc on a vraiment cet enjeu de fracture numérique. On a tous les enjeux autour de la cybersécurité. On le disait, c'est malheureusement... le secteur n'est pas en peine et fait face à des cyberattaques. Donc, il y a beaucoup d'établissements de santé qui sont touchés. Demain, des gros réseaux qui le seront à n'en point douter. Donc, ça, c'est un enjeu d'acculturation, de compréhension et d'acceptation des normes qui sont difficiles à entreprendre. La reconnaissance des aidants. Comment on reconnaît un rôle d'aidant sur l'usage du numérique. Aujourd'hui, il y a de l'usurpation d'identité par l'aidant parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Donc ça, c'est un vrai défi qui est devant nous. Et puis, il y a l'enjeu qui a été évoqué par Anne de l'usage systémique finalement des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit il faut alimenter le DMP, il faut alimenter le DMP, il faut alimenter le DMP. Les hôpitaux, les labos, la médecine de ville s'en emparent. L'enjeu qui est devant nous, c'est qu'il faut consulter les informations. Et si ce cercle vertueux de la consultation, de l'alimentation ne se met pas en place, on aura raté notre objectif global d'amélioration du parcours. Anne, je suis sûr que tu meurs d'envie de réagir sur cette passe décisive qui t'a été faite par Sophie. Comment justement tu vois ces enjeux et ces défis de demain par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ? Non, c'est rigolo parce que le directeur de la CNSA a parlé de vallée de la mort pour parler de la transformation des services autonomie à domicile et plus exactement du mariage entre SAD et SIAD en disant vallée de la mort qu'on était vraiment au creux de la vague parce que personne s'y mettait vraiment, que tout le monde se demandait comment on se marie et puis on a parlé de mariage forcé, de mariage d'amour, de raison, enfin bref. Sur la transformation numérique, je ne parlerai pas de vallée de la mort. Bien sûr que non, mais en tout cas, on est un peu aussi dans le creux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de données à consulter, tout ça est encore un peu déceptif aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, Bruno, vous êtes mis un peu en avance de phase, donc il y a certainement des échanges interprofessionnels, mais si vous avez personne avec qui discuter, voilà, c'est un peu déceptif. Et aujourd'hui, on en est un peu là dans cette phase déceptive, à défaut des hôpitaux, de la médecine libérale et de ville, de s'y être mis. Et puis nous, il faut nous laisser le temps de nous y mettre. Mais encore une fois, on est les derniers arrivés. Non, si je devais rêver, moi, ce serait de mettre cet écosystème au service de la prévention.
C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui très dans le curatif, c'est-à-dire qu'on s'occupe de nos personnes âgées une fois qu'elles sont dépendantes. Alors que nous sommes les professionnels du médico-social, Bruno l'a rappelé, qui passent le plus de temps au quotidien au domicile de nos usagers / clients / bénéficiaires, et qu'on n'en fait pas grand-chose ou pas assez de cette connaissance fine des personnes qu'on accompagne, et que ces outils numériques doivent servir à alerter beaucoup plus tôt, beaucoup plus précocement, sans attendre un accident de la vie, une chute d'un escalier ou de se prendre les pieds dans un tapis. Et ça, pour l'instant, on est plutôt mauvais en prévention, mais ça fait partie du nouveau cahier des charges des services autonomie. Il y a un renforcement des obligations en termes de prévention. Donc il va falloir former vos auxiliaires de vie à ça, qu'elles aient un œil, là, non pas d'ergothérapeute, mais quand même un œil de bon sens, de repérer encore une fois une salle de bain dangereuse, de repérer un tapis mal fixé au sol. Voilà, espérer que cet écosystème numérique puisse fiabiliser, augmenter et renforcer les montées d'alerte et d'information pour pouvoir alerter l'ergo, l'assistante sociale ou le médecin traitant en cas de problème. Alors, est-ce que, Bruno, par rapport à ce qui vient d'être dit, tu te sens que tu es déjà un pied dans le futur, ou tu es encore dans le présent, ou si tu avais une baguette magique, c'est quoi encore les difficultés, au sens numérique, que tu rencontres aujourd'hui, qui sont des cailloux dans la chaussure? Même si tu as changé de chaussure, tu as encore un caillou. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on change? Je suis à cheval dessus, donc j'ai un pied en avant et un pied en arrière. La communication et le fait d'être reconnu en tant qu'interlocuteur, ça a pris du temps. Moi, j'y travaille depuis 2014. On s'est fait un réseau avec des médecins, avec tout le personnel soignant, les ergos, mais ça a pris du temps, où ça a vraiment monté en puissance et où là, le caractère essentiel de nos intervenants a été reconnu. Ça a été pendant le Covid, c'est malheureux à dire, mais c'est là où le côté essentiel de nos interventions a été mis en lumière. Et il faudrait que tout le monde réussisse à se positionner comme étant acteur, à arrêter d'avoir la vision, moi je ne peux faire que du ménage, ou moi je ne fais que ci. Non, on est tous là pour la même chose, pour travailler ensemble. Et la base du travailler ensemble, c'est la communication. La formation aussi, on est d'accord, parce que de toute façon, la formation, il en faut et il en faudra toujours. Mais c'est la communication. Et que chacun arrive à se positionner et à enfiler son costume de professionnel. J'ai eu peur à l'instant que tu nous dis qu'il nous faudrait un Covid tous les 2 ans, mais c'est pas ça que tu as dit. Mais du coup, je te repasse la parole. Avec les baguettes magiques, tu m'as pas encore dit ce que tu aimerais, parce que communiquer, ok, mais qu'est-ce qui... Tu penses qu'il manque encore là? Si on avait une baguette magique, on est bientôt à Noël, tu dois faire ta liste au Père Noël. Tu veux quoi au pied du sapin? Que tout le monde passe vraiment sur les services socles et que tout le monde se mette, y compris les médecins, à qualifier les INS, etc., etc., etc. Que tout le monde prenne l'importance de notre rôle et des nouveaux process qu'on doit intégrer. Il faudrait vraiment que tout le monde, que ce soit des EHPAD, que tout le monde se mette à travailler comme il faut. À travailler comme il faut, le terme est mal choisi. Oui. À appliquer des process qui sont appliqués déjà ailleurs et que nous, on devrait s'approprier. Très bien. Donc que tout le monde monte dans la luge avec le Père Noël. Très bien. Sébastien, justement, au niveau d'Amaltia ou plus largement de Xelia, qu'est-ce qu'on voit devant? Comment on anticipe un petit peu les enjeux du secteur et la façon dont on peut accompagner les clients de Ximi et d'Amaltia? Alors nous, notre stratégie, elle est assez simple. On va la baser sur 3 axes, je dirais. La première serait de la veille. Le deuxième serait donc de la veille et d'anticipation. Le deuxième serait la personnalisation. Et enfin, le troisième axe serait l'innovation. Donc, pour étayer un peu chaque axe, l'anticipation, c'est continuer finalement d'être en surveillance de toutes les évolutions, de toutes les réformes, pour pouvoir finalement les comprendre, les vulgariser, les transmettre, les communiquer et avoir un espèce de coup d'avance pour nos clients et leur permettre d'anticiper ces changements et de transformer ces contraintes en opportunités stratégiques. Le deuxième axe, c'est la personnalisation. On a un peu évoqué la formation depuis le début. C'est vrai que, par exemple, chez Amaltia, on met en place de la formation aussi bien digitale,
virtuel ou en présentiel, via notamment la création de plateformes avec un accès de la formation en illimité, sorte de petit Netflix de la formation. Mais au-delà de ça, demain, on se rend bien compte que les besoins de chaque structure seront différents. Donc pourquoi pas aller vers des plateformes où chaque structure pourra personnaliser les parcours de formation en intégrant ses évolutions, mais également leurs besoins. Et là, on revient sur un petit peu ce que je disais au début, c'est donner du sens à la montée en compétences sur l'outil numérique dans le métier de chacun des intervenants. Et chaque structure ayant sa propre façon de faire, ça aurait encore plus de sens de personnaliser ces formations. Enfin, le troisième axe, c'est l'innovation. Moi, je dirais que finalement, pour savoir où aller, il faut aussi savoir se situer. Et pour savoir se situer, pourquoi pas demain mettre à disposition des utilisateurs de Ximi, de nos clients, enfin en tout cas des structures, des indicateurs qui vont leur permettre de se positionner sur un territoire, dans le secteur, sur des créneaux identifiés, afin justement de mettre en place des KPI et justement d'identifier ce qu'on fait bien, mais à l'inverse, des axes d'amélioration. Et nous, notre rôle, ce serait justement de travailler sur ces axes d'amélioration pour aider la structure à se situer et à aller chercher une amélioration par rapport à sa position. Et si on arrive à se situer dans son paysage, finalement, je suis assez persuadé qu'on pourra justement, demain, identifier les bonnes actions, travailler sur la valorisation des salariés, le bien-être de l'ensemble des collaborateurs et surtout la croissance de l'entreprise qui va évidemment aller dans le sens commun de tous. Très clair. Alors juste pour si jamais tout le monde n'avait pas l'expression, KPI, ça veut dire indicateur clé de performance. Donc c'est des indicateurs qui permettent effectivement de se comparer vis-à-vis de son écosystème, son territoire, et de se dire, pour donner un exemple, peut-être le ratio heure facturée sur heure payée que j'ai dans ma structure, aujourd'hui je suis positionné comme ça, mais par rapport au territoire, la moyenne c'est plutôt ça. Donc peut-être que je peux m'interroger sur les plans d'action que je pourrais mettre en œuvre pour améliorer ce ratio. Voilà, ça fait partie des choses que vous mettez au travers des dashboards performance que vous faites chez Amaltia. Peut-être pour ouvrir un petit peu et pour rebondir sur ce que tu as dit, Anne, dans ton rêve, je pense que c'est intéressant que vous sachiez que Xelia travaille sur une feuille de route intelligence artificielle et qu'on a plusieurs sujets dans notre feuille de route. On a un premier sujet sur l'optimisation des plannings, ça c'est évident, c'est le cœur de vos besoins. Mais il y a un deuxième sujet qui est justement en lien avec ton point, on l'a intitulé « La détection de la perte d'autonomie ». Et donc en fait, pour les utilisateurs de Ximi dans la salle, vous savez que vous avez, dans Ximi Mobile et dans le cahier de liaison numérique, vous avez des logiques de transmission. Eh bien, en fait, nous, on va utiliser ce que j'appelle la colonne de transmission pour faire tourner de l'intelligence artificielle sur tout ce qui aura été écrit par les auxiliaires de vie et les aides-soignants qui se sont rendus à domicile et détecter les signaux faibles de perte d'autonomie et suggérer aux responsables de secteur ou aux infirmières coordinatrices des actions préventives en disant là, il y a peut-être quelque chose à détecter. Et donc la colonne de transmission, elle a 4 étages. On a un premier sujet que vous connaissez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la communication entre professionnels. Le deuxième étage qui est en train d'arriver, je ne sais pas si vous avez vu sur le stand, mais on lance Ximi Family. Ximi Family, c'est l'application à destination des aidants familiaux. Donc là, vous allez avoir également des transmissions avec les aidants familiaux qui vont rentrer dans la logique de la colonne de transmission. Puis après, vous allez avoir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on est en intégration avec les partenaires téléassisteurs. Donc on travaille avec des gens comme Europe Assistance, des gens comme Tunstall Vitaris qui aujourd'hui sont en intégration avec Ximi pour que l'appel qui a été passé par le téléassisteur, une fois qu'il est raccroché, il intègre directement le cahier de liaison. Et enfin, le dernier étage sur lequel on est en train de travailler chez nous, c'est l'intégration des objets connectés. Donc on a des partenaires qui aujourd'hui se sont positionnés comme des hubs de concentration d'informations qui arrivent des différents objets connectés, une alaise connectée, un détecteur de chute. Voilà, tous ces éléments-là, ils arrivent et ils finissent dans le cahier de liaison. Et donc notre intelligence artificielle, elle mouline toutes ces données pour pouvoir faire des suggestions auprès de l'utilisateur de Ximi en disant « Ah ben là, il y a peut-être une perte d'autonomie » et on partage le même rêve. Nous, notre rêve, c'est effectivement de passer du réactif au proactif pour l'ensemble des structures. Un mot pour compléter. Super projet. Sur la téléassistance, on peut quand même s'étonner que ce ne soit pas déjà le cas depuis bien plus longtemps. C'est quand même... dingue. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Voilà. Et sur les objets connectés, là aussi, il y a un enjeu de formation.
L'autre rêve, hein, c'est que tous nos bénéficiaires aient une balance connectée. Avec le poids, on arrive à détecter un nombre de pathologies liées à l'âge absolument extraordinaire, sans même parler de la dénutrition. Hein. Et si voilà, nos auxiliaires de vie, dans leur cahier des charges, avaient l'obligation d'aider la personne à monter sur sa balance 2 fois par semaine, ça remonte sur un hub avec l'intelligence artificielle, ça crée des alertes, je suis sûre qu'on serait capable, en prévention, de tellement s'améliorer. L'intelligence artificielle, oui. La FEDESAP propose, via son organisme de formation, des formations sur l'intelligence artificielle dans les services à la personne. Donc sur, évidemment, optimisation des déplacements, gestion des plannings, et puis on réfléchit à d'autres cas très concrets hein, pour y mettre de l'IA. C'est pas simple l'IA, donc on a fait une formation voilà, sur 2 jours, vraiment très généraliste en jour 1 et plus spécifique cas concret en jour 2. C'est pas simple, mais c'est très intéressant de s'y mettre et je vous encourage voilà, à vous faire former sur l'IA parce que quand on sait très bien s'en servir, c'est quand même un gain de temps. Ça ne vous remplacera jamais, mais ça vous fera gagner du temps. Voilà. Du temps qui est bien évidemment au bénéfice des bénéficiaires qu'on va pouvoir mieux accompagner. Dernière petite remarque, après on va passer J'ai oublié de dire, nous ce que mon espace santé interroge aussi, et je pense que ça va faire écho avec ce que vous avez dit, c'est les écrits professionnels. Donc il y a un sujet là-dessus, c'est-à-dire que avant on faisait de l'oral, beaucoup d'oral. Maintenant on demande beaucoup de traçabilité d'écrits. Et le fait de le partager à des professionnels de santé et de le partager à de la famille interroge sur comment je fais pour faire un écrit pas polémique, de qualité, voilà. Voilà. Et ça, c'est un sujet, un défi qu'on a aussi sur les pratiques professionnelles. Je crois qu'on est dans le vrai, puisque le 3e volet de notre feuille de route IA, c'est l'aide à la rédaction du projet personnalisé d'accompagnement. Voilà. Donc, comme votre gros sujet, c'est le projet personnalisé d'accompagnement et que vous devez le mettre à disposition dans le DMP, aujourd'hui, c'est un peu frustrant parce que généralement, la phase d'évaluation des besoins, vous la faites plutôt très bien, parce que c'est nécessaire pour déterminer la mission que vous allez mettre en œuvre. Mais cette surcharge finalement de ce projet personnalisé qui est de traduire un besoin en un objectif, c'est toujours un effort. Et là, notre conviction, c'est que l'IA est très très bien pensée pour arriver à traduire une donnée qui est déjà parfaitement structurée en un texte très bien rédigé qui permet de vous aider à produire déjà la base des objectifs qu'on peut facilement détecter de l'évaluation. Voilà, donc ça, c'est nos 3 volets sur la feuille de route, l'optimisation des plannings, la détection de la perte d'autonomie et l'aide à la rédaction. Donc on est dans le vrai. Merci aux intervenants. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants. Alors en général, la première question est toujours la plus dure. Mais après, vous allez voir, ça se passe bien. Qui se dévoue pour la première question? Ou réaction. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes absolument pas d'accord avec tout ce qui vient d'être dit depuis 1 heure. Là-bas? Qui est-ce qui a levé la main? Tu as vu une main levée, toi? Où ça? Tu veux réagir? Non? Ah, merci, on peut l'applaudir bien fort. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, collez un petit peu le micro à votre menton, si vous pouvez. Collez. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, moi, je parle déjà pour les personnes âgées. Et donc, parce que là, ils ont besoin de suivi, ça c'est vrai. Donc, on peut les accompagner. Bien, vivre longtemps, c'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais bien vieillir, comme vous l'avez dit, c'est une très bonne chose. Et parfois, elles vieillissent mal. Et ça, moi, je parle en connaissance de cause. Ça, ce n'était pas mon métier avant. Je travaillais dans les aéroports. Je travaillais dans des supermarchés après. Et j'ai décidé, après tout ce que j'ai vu à la télé, donc concernant les personnes âgées, et que je venais juste de perdre ma mère, là, je me suis dit que je vais tout laisser tomber. Je vais faire une formation et pour être utile aux personnes âgées. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de manquements dans ce domaine. Et on peut les accompagner avec les nouvelles technologies, tout ça, ça nous facilite la vie, c'est vrai. Mais il y a de l'humain aussi, qui est très, très important.
Et que parfois, quand vous travaillez dans certaines structures, parfois on a l'impression qu'on pense qu'à l'argent. Et la vie humaine est plus que l'argent. Et quand on vous dit, allez-y, travaillez pour Madame Telle pour 1 heure de temps, et que vous allez chez Madame Telle et que vous avez épuisé les 1 heure de temps, et qu'on vous appelle pour vous dire que oui, allez aussi, c'est l'autre. Là, je dis non. Au moment où même la personne âgée, elle vient de faire ses besoins ou bien des choses comme ça, moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse laisser quelqu'un dormir dans des trucs comme ça, parce que vous devez intervenir ailleurs. Je comprends. Et que course contre la montre, ce n'est pas possible avec certaines personnes. Et comme vous venez de le dire, pour détecter les personnes, les bobos et tout, ça c'est une très bonne chose. Donc il faut être vigilant. Et ça, moi je fais appel à tous les auxiliaires de regarder les comportements. Parce que moi, il m'est arrivé de détecter certains comportements, de peser la personne pour voir si elle a maigri dans la semaine. Est-ce que je dois lui donner des aliments plus riches en fibres parce que je vois que la masse musculaire commence à disparaître et tout. Et donc tout ça, c'est des choses que quand on veut faire vite pour satisfaire son employeur, en allant par-ci, par-là, par-ci, mais vous pouvez avoir, par exemple, 5 bénéficiaires. Mais si toutes les 5 bénéficiaires n'ont pas ce qu'ils veulent, le travail n'est pas bien accompli, ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que, merci pour votre témoignage. Je pense que notre vision, et vous voulez peut-être réagir, hein, mais notre vision par rapport à ça, c'est justement que les nouvelles technologies permettent de redonner du temps à l'humain. Voilà, c'est ça notre vision. C'est très bien. Oui, et puis le sujet, c'était la transformation numérique à cette table ronde. Après, on peut parler évidemment des immenses tensions en recrutement. On va avoir besoin de 250 000 auxiliaires de vie dans les 20 ans qui arrivent. Donc vous avez raison et bravo pour votre réorientation et susciter des vocations autour de vous. Sur le sujet d'1 heure insuffisante pour s'occuper de telle ou telle personne, là, ne m'embarquez pas sur ce sujet non plus, parce que là, c'est le modèle de financement de la perte d'autonomie en France. C'est 1 heure valorisée à peine 23,50 € à PAPCH. Mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est un autre sujet et on aura l'occasion certainement d'en parler dans d'autres tables rondes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question? La deuxième étant généralement un petit peu plus facile. Il y en a qui regardent leurs chaussures, c'est quand même très bizarre. Pas de questions? Arrêtez, parce que sinon ils vont croire qu'ils ont été hyper clairs, hyper intelligents. Il ne faut pas les laisser partir comme ça. Vous êtes bons? Eh bien écoutez, c'est parfait, parce qu'il était exactement 13h30. On a fait tout pile 1 heure, donc je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci de votre participation.